Voilà, donc merci à vous, Madame Rouzet, Madame et Monsieur, donc Madame Trigano, d'avoir répondu présent à notre invitation à cette audition. Donc vous avez devant vous trois rapporteurs de cette mission d'information sur la crise du logement, donc avec une mission que nous voulons volontairement contrainte dans le temps. Nous espérons rendre le rapport à la mi-mars pour que nous puissions être force de proposition à travers à la fois des propositions et des mesures qui puissent être des mesures conjoncturelles, mais aussi des mesures structurelles et peut-être, nous l'espérons aussi, un certain nombre de mesures pour le moins disruptives ou en tout cas qui sortent un petit peu des mesures habituelles qui sont donc présentées dans le cadre d'une crise qui, je crois pouvoir le dire, est extrêmement grave et préoccupante. Et donc, la Commission des affaires économiques, à la demande du président du Sénat, s'est saisie de ce sujet. Et donc, nous sommes toutes les trois rapporteurs de cette mission d'information. Après, donc, en fonction du rapport que nous présenterons en commission, on verra comment nous déclinons les propositions qui seront faites dans ce rapport, soit sous forme d'une PPL, soit à travers des amendements qui pourraient être portés dans le cadre d'un futur projet de loi sur le logement. Je dis futur parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune visibilité sur les textes législatifs à venir, puisque avant, à la fin de l'année, le ministre en charge du logement nous parlait d'une grande loi sur le logement pour le mois d'avril 2024, avec un certain nombre de sujets sur lesquels il renvoyait à chaque fois à cette grande loi. Bon, aujourd'hui, on ne sait plus très bien, puisqu'on est quand même dans un certain flou, en attendant que nous y voyons plus clair avec, nous l'espérons, un ministre délégué en charge du logement, mais on va attendre, et pour autant nous continuons nos travaux. Donc nous sommes donc toutes les trois. Cette mission d'information, nous la voulons transpartisane, comme on a l'habitude souvent de le faire dans le cadre des travaux que nous portons au Sénat et au sein de la Commission des affaires économiques. Donc Amel Gacquer, qui est donc sénatrice du Pas-de-Calais pour le groupe Union centriste, Viviane Artigalas, qui est la sénatrice des Hautes-Pyrénées pour le groupe socialiste, et moi-même, présidente de la Commission des affaires économiques, sénatrice des Alpes-Maritimes pour le groupe Les Républicains. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. C'est des sujets qui nous passionnent toutes les trois et sur lesquels, voilà, on espère véritablement, à travers les auditions que l'on conduit, pouvoir trouver un certain nombre de mesures et en tout cas disposer à travers les personnes qui sont auditionnées d'éléments. Et je crois que c'est important de pouvoir vous auditionner aujourd'hui. Donc nous en sommes ravis. Nous auditionnons donc après vous, nous aurons l'OCDE. Et puis demain, nous aurons de nouveau des experts dans le domaine du logement. Donc on a des auditions qui ont une tournure, en tout cas une dimension qui est plus économique pour aller plus en avant dans la compréhension de la crise et naturellement les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Donc je vous remercie Madame Rouzet, qui est chef économiste de la Direction générale du Trésor, et vous êtes accompagnée de Madame Éléonore Trigano, qui est sous-directrice des politiques public. Donc, Madame Rouzet, vous avez succédé courant 2003 à Madame Agnès Benassi-Kéré, c'est ça, que nous avons auditionné pas plus tard que la semaine dernière. Son intervention lors de l'ouverture du Conseil national de la refondation sur le logement en novembre 2022 avait marqué les esprits, car elle était allée contre l'idée d'un logement en crise et d'une insuffisance de la construction. Aujourd'hui, nous souhaiterions bien sûr, à travers votre parole, savoir quelle est la vision de la Direction générale du Trésor et donc, dans une certaine mesure, de l'état du besoin du logement et de la crise du logement. Pour vous, quelles en sont ces caractéristiques et ces causes? À quelle crise antérieure peut-on la comparer? Est-ce que c'est plutôt la crise que nous avons connue en 2008 ou celle des années 1990? Peut-on d'ailleurs tirer un certain nombre de leçons des politiques économiques suivies, puisque la politique monétaire, avec les taux d'intérêt très bas, est l'un des ressorts principaux de la situation que nous connaissons aujourd'hui? Concernant le besoin en logement, que pensez-vous des chiffres avancés dans des études récentes qui finalement valident un objectif national d'au moins 400 000
si on inclut la résorption du mal logement. C'est en tout cas ce qui ressort des travaux du Conseil national de l'habitat, le CNH. Enfin, il nous serait également très utile que vous puissiez nous indiquer quelles sont pour vous les politiques économiques ou les outils à mettre en œuvre, si ce n'est pour mettre fin à la crise, au moins pour diminuer les tensions dans le logement, et ce peut-être plus d'un point de vue structurel que conjoncturel. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une trentaine de minutes. En tout cas, c'est vous qui le déciderez, bien évidemment, pour qu'après, nous puissions de nouveau échanger et que mes collègues vous posent, bien sûr, un certain nombre de questions. Et je me permettrai de préciser que notre audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo, en direct et à la demande sur le site Internet et, bien sûr, sur les réseaux sociaux du Sénat. Voilà, Madame la chef économiste, je vous laisse la parole bien volontiers. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour votre invitation à exprimer les analyses et les vues de la Direction générale du Trésor sur ce sujet. J'ai un diaporama qui recouvre effectivement, pour répondre à vos questions, à la fois sur les aspects structurels de la crise du marché immobilier et le diagnostic plus structurel. On peut peut-être commencer directement par la diapo numéro 4 pour commencer sur l'aspect conjoncturel. Vous l'avez dit, le principal facteur, c'est bien le resserrement de la politique monétaire qui a été historique à la fois par sa rapidité et par son ampleur, puisque les taux directeurs de la Banque centrale européenne ont augmenté de 450 points de base depuis la mi-2022, avec une transmission, somme toute, assez rapide, dans des délais assez normaux de transmission de hausse des taux au taux long sur les nouveaux crédits immobiliers qui aboutissent à un taux moyen qui, en 2 ans, de fin 2021 à fin 2023, a augmenté de presque 3 points. Se traduisant par une perte de capacité d'emprunt des ménages. Et c'est bien ce ressort de la hausse des taux qui est la principale cause du marché immobilier grippé que l'on observe aujourd'hui. Ici, vous voyez sur le graphique la chute de la production mensuelle de crédit hors renégociation, qui est ce qu'on regarde, qui atteint 8,7 milliards d'euros en novembre, alors qu'il y a une chute particulièrement marqué de plus de moitié par rapport au niveau de 2021. En 2021, c'était un niveau assez élevé, mais même quand on compare aux années pré-Covid, on a une chute de volume de l'ordre de 20%. Cette chute, elle s'explique d'abord par effectivement ces conditions de crédit resserrées qui font chuter la demande de crédit de la part des ménages davantage que par un changement de comportement d'octroi de la part des banques. Ce qui est intéressant aussi quand on voit qui elle touche, ça ne change pas tellement la répartition dans les crédits immobiliers octroyés entre les primo-accédants et les autres. La part de primo-accédants reste stable à peu près 50%. En revanche, la part de ménages modestes parmi ces primo-accédants a chuté, donc c'est bien eux qui sont les plus affectés. Ça se retrouve sur la diapo suivante sur les transactions immobilières. Donc ce diagnostic est connu aujourd'hui. On a une chute des transactions immobilières qui a été assez marquée au 3e trimestre, donc les dernières données dont on dispose. Pour l'ensemble des transactions, on a une chute de 18% sur 1 an, mais particulièrement marquée sur le segment du neuf qui est le plus affecté, où la chute est 2 fois plus importante. Je pense que c'est important d'avoir vraiment cette vision du secteur immobilier qui est multiple. Le secteur de la construction neuve, diapo suivante, est bien particulièrement en crise, mais ce n'est pas l'ensemble du marché immobilier ou du secteur de la construction. J'y reviendrai dans un instant. Pour le secteur de la construction neuve, on a eu à la fois cette chute de la demande affectée par les conditions de crédit et en même temps un effet un peu ciseau avec des contraintes d'offres sur les coûts de construction, les difficultés de recrutement qui se sont additionnés aux effets de la demande. Et on en voit toujours l'impact sur une dégradation assez continue des indicateurs avancés comme les permis de construire et les mises en chantier. Si on les compare à la période de 2019, on préfère comparer à 2019 parce que sur la période Covid puis plan de relance, en fait, il y a eu des mesures spécifiques qui font qu'en 2022, on a eu un pic, mais qui était porté par des mesures spécifiques. Quand on compare à 2019, on a environ 15% de baisse du nombre de permis de construire, donc avec un niveau qui
se stabilise en 2023 autour de 370 000 autorisations. Et dans les logements mis en chantier, c'est-à-dire l'étape suivante, aussi une baisse plus continue et un peu plus marquée en 2023, qui est pour l'instant inférieure de 27% à son niveau de 2019. Alors on voit tout de même dans les permis de construire une tendance à la stabilisation sur les derniers points qui peut augurer d'une stabilisation à venir des mises en chantier et puis des transactions dans le neuf à venir. Typiquement, il y a 1 à 2 trimestres entre les permis de construire et les mises en chantier. En revanche, quand on regarde je dirais, d'autres aspects du secteur de la construction, donc sur la diapo suivante, on a une partie qui va bien, c'est la partie rénovation et notamment entretien-amélioration, dont il ne faut pas oublier que en termes notamment d'emploi ou en termes d'activité, c'est une part très importante du secteur de la construction et du bâtiment pris dans son ensemble, et qui est portée notamment par la rénovation énergétique, les aides publiques à la rénovation. Donc dans ce secteur, des enquêtes de conjoncture montrent que l'activité est au-dessus de sa moyenne de long terme, que les perspectives sont positives, diagnostic qui est d'ailleurs partagé par la FFB sur ce segment. Donc une activité qui est assez dégradée et dans le neuf où se concentrent vraiment les difficultés, mais par ailleurs qui continue à se porter bien dans l'entretien et l'amélioration. Sur la diapo suivante, donc ensuite, si on compare donc à la fois dans le temps et en termes géographiques, où se situe la France par rapport aux autres pays européens pour lesquels on dispose de données. On n'a pas de données sur les transactions pour tous les pays européens, mais dans les échantillons dont on dispose, la France est dans une position assez médiane, avec une baisse, donc la France est en rouge, une baisse des transactions immobilières de 20-30%, qui est dans la moyenne. Alors la hausse des prix a été aussi assez médiane sur les années qui ont précédé. Dans certains pays nordiques, on a une baisse beaucoup plus prononcée, mais globalement la France ne fait pas figure d'exception en Europe sur l'ampleur de la dégradation. Et si on compare dans le temps sur la diapo suivante, notamment par rapport à la crise de 2008-2009, on est aussi dans des ordres de grandeur assez similaires, c'est-à-dire qu'en 2008-2009, on avait eu une baisse de transactions de 24%. Là, on en est à 18% cumulé sur un an. Si on prend l'ensemble de l'année 2023, ça pourrait être un peu plus prononcé, donc atteindre là aussi les mêmes ordres de grandeur. Et c'est la crise récente qui semble la plus comparable. Donc vous avez parlé des années 90. Dans les années 90, ça a été un peu plus diffus, un peu plus étalé dans le temps qu'en 2009 ou aujourd'hui. Alors pourquoi cette chute massive des transactions sur la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est tout simplement parce que ce qui est assez typique en fait dans un contexte de hausse des taux, l'ajustement par les prix prend du temps. Les prix sont assez rigides à la baisse et du coup entre-temps on a un comportement un peu attentiste à la fois des vendeurs et des acheteurs qui gèlent le marché et qui donc fait chuter les transactions. Sur les prix immobiliers, on a eu un petit peu de baisse, mais seulement de 2% en termes nominaux depuis le pic. Si on prend en compte le fait que pendant ce temps-là, les autres prix augmentaient et donc on prend une baisse en termes réels, on est plutôt à 4%. Mais ça reste là inférieur à ce qu'on a observé entre 2008 et 2009. Donc on peut s'attendre à ce que la baisse des prix se poursuive, mais elle prend du temps. Elle prend pas non plus du temps de manière particulièrement atypique dans la zone euro, mais dans certains pays, et on pourra le voir sur la slide suivante également, comme Allemagne, Autriche, Pays-Bas, on a une baisse plus marquée, mais aussi après une hausse qui avait été plus marquée dans les années précédentes, donc des prix immobiliers qui avaient été plus dynamiques dans la période pré-Covid et qui ont davantage corrigé à la baisse depuis l'épisode de la hausse des taux. Donc voilà, c'est à la fois un décalage dans le temps entre la transmission de la hausse des taux et le moment où les prix se sont suffisamment ajustés pour restaurer la capacité d'achat des ménages qui crée ce gel, enfin ce gel des transactions en un sens dans l'attente. Alors ça a des effets, sur la diapo suivante, ça a des effets qui se répercutent sur le parc locatif.
Alors là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données. On n'a pas de données officielles vraiment sur le parc locatif. Donc ici, on montre un graphique sur les annonces sur le site, sur un site d'annonces immobilières, mais de sources Meilleurs Agents. On n'a pas de données vraiment de statistiques publiques sur ce plan-là. Mais l'offre locative semble bien diminuer assez nettement depuis le début de l'année 2022. Donc avec sans doute un effet indirect de ce qui se passe sur le marché, sur l'accession à la propriété, puisque les personnes qui seraient sorties du parc locatif pour devenir primo-accédants le font moins. Et potentiellement aussi des effets sur les passoires thermiques qui seraient plutôt temporaires liés aux obligations de rénovation. Potentiellement également un effet du plafonnement de la hausse des loyers. Mais encore une fois, on a assez peu de données pour vraiment quantifier ces facteurs ou faire un diagnostic plus précis. Si on se focalise, alors là en passant un peu entre le conjoncturel et le structurel, sur justement cette question des obligations de rénovation, diapo suivante, il s'agit donc pour le parc locatif de 42% du parc privé qui va potentiellement être concerné par une obligation de rénovation, alors qui s'étale entre, pour les logements les plus énergivores, janvier 2023, et davantage en termes quantitatifs sur 2025, 2028, 2034. Avec un certain nombre de conditions et d'exemptions. L'effet vraiment sur le parc locatif est là aussi assez difficile à apprécier parce qu'on a peu de précédents historiques. On a des obligations similaires qui ont été mises en place en Angleterre et au Pays de Galles plutôt en 2018, alors qu'ils ne sont pas exactement identiques mais qui ressemblent, dont les effets pour l'instant n'ont pas vraiment été de retirer des logements du parc locatif. En revanche, il est difficile d'apprécier si les rénovations ont vraiment eu lieu. Ce qu'on semble voir, c'est un impact sur la valeur des logements les plus énergivores, donc des passoires thermiques, qui en soi devrait constituer aussi une incitation à la rénovation, puisque si je rénove mon bien, il va gagner en valeur, donc ça incite également les propriétaires à la rénovation. Mais on ne semble pas avoir, en tout cas, observé sur ces exemples, certes limités, de sortie massive du parc locatif. Et l'autre aspect qui est davantage structurel mais persistant, c'est sur la question du logement social. On n'a pas retrouvé le niveau de production de logements sociaux pré-Covid. Et ça ne semble pas vraiment être lié à des difficultés financières, puisque globalement, les bailleurs sociaux ont une santé financière assez solide. Ils ont aussi été soutenus par des mesures qui ont permis de faire face aux crises, avec leur intégration dans le bouclier tarifaire sur le gaz, avec le gel du taux du livret A à 3% pour contenir la hausse de leur coût de financement, également des subventions publiques de 1,2 milliard d'euros pour la rénovation du parc social. Et donc, quand on regarde leur santé financière, elle ne semble pas particulièrement dégradée. En revanche, il y a d'autres raisons plus structurelles, y compris la dépendance aux promoteurs immobiliers, qui peut aussi expliquer cette difficulté à faire remonter le niveau de production de logements sociaux. Donc, peut-être pour conclure sur cette partie diagnostic du moment, donc je dirais encore une fois, le facteur principal, c'est d'abord la hausse des taux et ce décalage entre l'ajustement par les quantités et l'ajustement par les prix. Un diagnostic un peu différent selon le secteur de la construction neuve qui est au cœur de ceux qui souffrent et d'autres parties comme la rénovation qui se portent plutôt bien, mais avec des effets aussi sur le parc locatif et des effets de bord sur la mobilité. Ensuite, quand on regarde les choses de manière plus structurelle, et ça sera mon deuxième grand point, je dirais le diagnostic d'ensemble, c'est quand même d'un soutien public structurel assez important apporté au secteur du logement. On se focalise souvent sur les aspects fiscaux, mais le soutien public est plus large. Peut-être un premier point quand on regarde d'abord la taxation du secteur. Et on peut entendre que le secteur du logement est particulièrement taxé. Alors quand on regarde en comparaison internationale la fiscalité sur le logement en pourcentage du PIB,
elle va sans doute ressortir assez élevée, mais en fait c'est le cas de beaucoup d'assiettes, puisque tout simplement la France a un taux de prélèvement obligatoire assez important en comparaison internationale, et ça se reflète sur toutes les assiettes. En revanche, si on regarde quelle est la part de la fiscalité du logement dans l'ensemble des prélèvements obligatoires, on est dans une position un peu plus intermédiaire, où il y a un poids un peu plus important que dans un certain nombre de pays d'Europe continentale, mais moindre que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Donc ce niveau d'ensemble de fiscalité de logement, en tout cas, ne fait pas de la France une exception. Et par ailleurs, en face de cette fiscalité, on a des dépenses en faveur du secteur qui sont assez importantes en comparaison internationale, puisque les dépenses publiques en faveur du logement, dans les données qui sont harmonisées au niveau européen, montrent que la France dépense 1,9% de ses dépenses publiques pour le logement, ce qui est un taux assez nettement supérieur à celui de nos voisins, et qui sont en partie des dépenses fiscales, mais également les prestations sociales, dont les aides au logement, et donc certains avantages fiscaux, à la fois côté production et côté travaux ou rénovation, par exemple. Donc, dans l'ensemble de ces dépenses publiques, les réformes récentes ont plutôt visé à la fois renforcer l'efficience de ces dépenses pour vraiment avoir un effet déclencheur sur la construction de logements là où elle est nécessaire, et également de basculer le soutien vers plus de soutien à la rénovation. Sur le premier point de recherche d'efficacité, on a le recentrage du prêt à taux zéro et la suppression du Pinel qui est prévu au 1er janvier 2025, qui en fait répondent à des évaluations qui ont été faites par un certain nombre d'institutions qui montraient de manière assez claire les effets d'aubaine de ces dispositifs et des effets inefficaces. Alors sur le PTZ en particulier, sur le fait l'effet plutôt artificialisant en zone détendue, sur le Pinel, l'effet inflationniste sur les prix de l'immobilier qui du coup allait un peu à l'encontre de l'objectif recherché d'accessibilité, donc qui ont guidé les recentrages de ces dispositifs et la suppression prévue du Pinel. En face de ça, le soutien public à la rénovation, sur la diapo suivante, est monté en puissance pour à la fois favoriser une meilleure efficacité énergétique et également une meilleure occupation du parc existant. Donc avec notamment la réforme de MaPrimeRénov' à partir du 1er janvier, qui vise à la fois avoir un effet plus important sur les économies d'énergie en favorisant les rénovations d'ampleur et le remplacement des systèmes de chauffage qui consomment le plus d'énergie, et en même temps une augmentation de l'enveloppe consacrée au dispositif de 1,6 milliard d'euros. En face de ça, dans l'ensemble des politiques publiques, je ne vais peut-être pas revenir sur les questions de normes d'octroi de crédit, puisque vous avez auditionné le HCSF. Simplement pour dire que de notre point de vue, effectivement, le cœur du sujet se trouve davantage du côté de la demande de crédit, plus que du côté de difficultés, du côté de l'octroi de crédit. Les ajustements qui ont été décidés par le HCSF sont assez bienvenus pour permettre justement de faire face aux grains de sable qui se posent aux banques de manière opérationnelle quand elles veulent utiliser leur marge de flexibilité. Mais il nous semble que les politiques sur ce point sont assez équilibrées. Donc voilà, pour conclure sur cet aspect des réformes récentes et du soutien structurel au logement qui prend la forme à la fois de dispositifs mais dans lesquels on recherche l'efficacité et de soutien à la rénovation. Un dernier point peut-être très rapidement sur la question de l'occupation du parc existant, qui nous semble aussi assez centrale dans un contexte où à la fois on a des besoins de logement importants, on a des contraintes sur l'artificialisation des sols. Et donc pour revenir à votre question, à la question que vous avez posée sur comment on appréhende le besoin en logement, effectivement, il nous semble que sur ce concept de besoin en logement, quand on articule des chiffres, je dirais, agrégés au niveau national, il faut mettre un peu deux nuances autour de ce concept. Une nuance qui ressort de manière générale, qui est le besoin de territorialiser, c'est-à-dire qu'un besoin de logement agrégé, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut construire là où les gens ont envie d'habiter. Et on a plutôt
des constructions qui vont un peu trop vers les zones détendues et pas assez vers les zones tendues. Donc quand on n'a pas cette approche territorialisée, finalement un besoin de logement agrégé ne veut pas forcément dire grand-chose en termes d'accès au logement des Français. Et également de regarder dans ces chiffres exactement de quoi on parle. Parce que la construction neuve, en moyenne, est plutôt excédentaire par rapport aux besoins en résidence principale, quand on inclut les besoins, je dirais, dictés par des causes structurelles, d'évolution démographique, de décohabitation qui augmente et de renouvellement normal, et plus la résorption du mal-logement. En revanche, dans les chiffres qu'on voit circuler, on voit aussi ce qui correspond à des logements vacants ou à des besoins nouveaux en résidence secondaire. Il nous semble qu'il faut d'abord se focaliser sur les besoins en résidence principale pour à la fois répondre à la demande un peu naturelle et résorber le mal-logement. Et selon ces critères, alors les estimations varient, mais de manière générale, les chiffres agrégés de construction neuve sont plutôt supérieurs sur les années récentes à ce qui serait nécessaire. Évidemment, ça ne veut pas dire que ces nouveaux logements sont situés au bon endroit par rapport à la demande de logement, mais c'est un premier élément de diagnostic. Et donc ensuite, quand on essaie de justement territorialiser ce regard, sur diapo suivante s'il vous plaît, donc on a fait cet exercice de regarder au fond où construit-on et où sont les logements vacants. Et quand on regarde au niveau de la commune, donc commune par commune, on voit que coexistent au sein des mêmes communes des logements qui deviennent vacants et des constructions neuves, qui correspondent à peu près 10% en flux des nouveaux logements. Donc on a fait cette analyse sur 2019, et sur 2019, on a 34 000 logements qui ont été autorisés, alors que dans la même année, au moins autant de logements, même vous voyez sur le graphique plutôt plus, puisque c'était 49 000 logements, devenaient vacants dans la même commune où ces nouvelles constructions ont eu lieu. Donc c'est ce qu'on décrirait de manière un peu générale comme des constructions potentiellement évitables, puisqu'elles ont lieu en même temps que des logements deviennent vacants à côté, qui auraient peut-être pu être rénovés pour être occupés. Et sur le stock, alors évidemment le stock ne s'appliquerait pas chaque année, mais en 2019, on avait 250 000 logements qui ont été autorisés, alors que au moins autant de logements étaient vacants depuis au moins 2 ans dans la même commune. Si on regarde où sont ces flux, où c'est cette coexistence de construction évitable et de construction et de logements vacants, donc ce qu'on appelle les constructions évitables, elles sont en grande majorité en zone détendue. C'est vraiment là qu'on peut réfléchir à comment mieux mobiliser le parc existant et notamment les logements vacants. Alors qu'en zone tendue, c'est un peu moins un sujet. En zone tendue, ce qu'on observe davantage, mais qui pose d'autres questions moins évidentes, c'est une coexistence de nouvelles constructions et de logements qui deviennent des résidences secondaires dans la même commune dans la même année. C'est-à-dire qu'on construit soit pour construire des résidences secondaires, soit on construit à côté de logements qui deviennent des résidences secondaires plutôt que des résidences principales. Donc voilà, c'était pour conclure cette présentation, ça pose un peu des questions d'optimisation du parc qui, comme je le disais, sont d'autant plus importantes que en même temps, les objectifs de zéro artificialisation nette sont assez ambitieux et demandent à optimiser cette gestion du parc existant de logements, à mieux mobiliser la rénovation pour utiliser les logements qui existent déjà. Je terminerai là-dessus en espérant ne pas avoir été trop longue. Donc, je dirais de manière générale, sur le diagnostic conjoncturel, c'est vraiment un diagnostic d'un marché du logement qui est grippé d'abord par la construction neuve en raison principalement de la hausse des taux, qui demande de s'adapter pour répondre aux besoins en logement, mais dans une approche assez fine des besoins en logement, et pour le secteur dans son ensemble, avec probablement un secteur qui doit évoluer aussi vers plus de rénovation au cœur de son activité. Donc c'est aussi là que l'adaptation des outils de politique économique va aussi vers davantage de soutien à la rénovation et davantage d'efficacité dans le soutien à la construction neuve qui se focalise d'abord sur les zones tendues, d'abord sur l'habitat collectif où les besoins restent importants. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser la parole sans plus tarder à mes collègues. On entend, de plus en plus, ou en tout cas on entend un certain discours sur le fait qu'il faudrait arrêter de faire une distinction entre les zones tendues et les zones détendues. Vous, quelle est votre position là-dessus ?
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur cette question, j'imagine qu'on fait référence plutôt à la mise à jour nécessaire des zones tendues et des zones détendues, puisqu'il y a un enjeu, on le sait tous, à faire partie des zones tendues, et donc une demande forte, vous le savez probablement mieux que moi, des territoires de faire partie de ces zones tendues. En revanche, il nous semble que la dichotomie reste intéressante au niveau macro, ne serait-ce que parce que, comme le montrait Madame Rouzet à l'instant, vous avez une répartition des logements vacants, par exemple, qui diffère beaucoup entre zones tendues et zones tendues. Nous, au Trésor, on porte la recommandation de mobiliser au mieux le parc existant et notamment les logements vacants. En revanche, on se rend compte avec ce type de dichotomie que les logements vacants, ils sont beaucoup en zone détendue. Les résidences secondaires, c'est une autre question. Elles, souvent, vont se retrouver en concurrence avec des résidences principales dans les zones tendues et en particulier dans les zones côtières, bien sûr. Mais là aussi, sur la vacance des logements, certes, il est vrai qu'on peut constater qu'il y a plus de logements vacants peut-être dans les zones détendues, mais on se pose aussi la question sur ces logements. On voit bien que pour certains d'entre eux, ils ne correspondent plus aux attentes et aux besoins de nos concitoyens, de familles. Enfin, quand on parle de logements qui sont situés dans des centres-bourgs et qui ne sont pas adaptés à la vie aujourd'hui. Donc, oui, on tape sur les logements vacants, mais ce n'est pas forcément parce que ces logements sont vacants que demain, ils pourraient répondre à une véritable demande dans ces zones détendues portées par des gens qui habitent déjà ou en tout cas des personnes qui seraient susceptibles de venir s'installer. Donc, c'est aussi toute la question sur la vacance des logements. On voit étude après étude ou des articles qui disent regardez le nombre de logements vacants, il suffirait de les remettre sur le marché, tout ou partie, pour quelque part solutionner la crise du logement. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'on entend dans les logements vacants et véritablement où est-ce qu'ils se trouvent, quels sont ces logements vacants. Est-ce que demain, s'ils étaient remis sur le marché, peut-être qu'ils ne trouveraient pas plus preneurs parce que voilà, ils sont plus du tout adaptés à ce que les gens aspirent à pouvoir occuper au regard de la modernité de la vie. Donc c'est souvent un peu trompeur que de parler que de logements vacants. Je pense que le discours n'est pas de dire il suffirait de les remettre sur le marché. Ah ben on l'entend quand même. Hein. Si c'était aussi simple, effectivement, on l'aurait sans doute déjà fait. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur justement comment adapter ces logements vacants qui vont souvent demander des travaux. Quand je parlais de rénovation, c'est pas uniquement rénovation énergétique, mais typiquement ça peut être des logements qui n'ont pas, sur lesquels il n'y a pas eu de travaux depuis un certain temps. S'ils sont vides depuis 2 ans, c'est mais de réfléchir aussi à la rentabilité relative entre rénover un logement vacant pour qu'il devienne adapté aux demandes des personnes qui voudraient soit s'installer, soit déménager, etc. Et construire un logement neuf pas très loin. Quand on regarde au niveau de la commune, c'est pas des localisations forcément fondamentalement différentes pour beaucoup de communes, mais effectivement les caractéristiques des logements peuvent faire que dans les questions de solvabilisation, etc., il faut se pencher sur quels travaux sont nécessaires et comment rendre rentable le fait de mettre un logement vacant aux normes plutôt que d'artificialiser à côté. Oui, donc moi j'avais quelques questions, mais je voudrais un petit peu revenir quand même sur dire que de nombreuses voix s'élèvent pour des acteurs du logement, mais pas que des acteurs du logement, pour parler d'une crise structurelle, multifactorielle et aiguë, et qui ne date pas de maintenant, qui date d'il y a bien longtemps, et on alerte depuis un moment sur cette crise, et qui demande de faire du logement une grande cause nationale. Même l'ancien ministre Olivier Klein avait parlé d'une bombe sociale, et je ne pense pas que ce soit les quelques mesures qui ont été prises là qui peuvent arranger les choses, à mon avis. Moi, je voudrais donc situer au-delà, vous nous avez parlé de maintenant des taux, de ce qui arrive là, qui a sans doute aggravé cette crise, mais où est-ce que vous situez l'origine de cette crise et dans quelle mesure les crises, vous en avez un petit peu dit, mais je crois que dans quelle mesure elles l'ont aggravé plutôt que en augmentant le coût de la construction, l'augmentation des taux, elles l'ont aggravé
aggravé, mais l'origine, elle était là bien avant. Où situez-vous cette origine? Ensuite, moi, je voulais vous parler du logement social aussi un petit peu. Vous avez l'air de dire que c'est les acteurs du logement social qui construisent pas et qu'ils ont tous les moyens pour construire, puisqu'on les a beaucoup aidés. Moi, je ne pense pas tout à fait la même chose. En tout cas, le constat est là que 2,42 millions fin 2022 de ménages sont en attente d'un logement social. Moi, comment peut-on agir sur ces secteurs, puisque vous avez l'air de dire comment peut-on aider le logement social, les acteurs du logement social, à accroître l'offre pour mieux adapter effectivement l'offre à la demande. Et puis vous avez effectivement parlé de la suppression du resserrement du PTZ et puis de la suppression du Pinel. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en œuvre pour des aides à l'investissement locatif? Est-ce que réellement tous ces dispositifs n'ont eu aucun effet sur la construction de logements, même en Outre-mer? Est-ce que c'est pas un problème particulier? Et puis sur la question aussi quelles mesures fiscales ou autres il faudrait mettre en place pour réguler le foncier, pour arriver aussi à rendre moins cher le foncier, et pour le réguler et pour aider aussi. Alors moi je voudrais quand même revenir aussi sur les logements vacants. Effectivement, moi je viens d'un endroit où j'ai l'impression qu'il n'y a plus de zone détendue. Je suis au département des Hautes-Pyrénées. La zone de montagne, là, les prix explosent à tous les niveaux. Tout se vend à des prix pas possibles. Les jeunes ne peuvent plus se loger, ne peuvent plus. Donc ils s'en vont vers le Piémont, vers un peu plus bas. Et donc du coup, là aussi, les coûts augmentent. Il y a des maisons qui sont à vendre, mais c'est des maisons vacantes parce qu'elles soient des familles, des successions qui ne souhaitent pas vendre, où on ne retrouve plus les héritiers. Mais les rénovations et les rachats coûtent très cher parce que depuis la crise aussi, les gens veulent revenir vers la ruralité, et donc ce sont souvent soit des étrangers, des Belges, des Anglais, qui achètent et qui rénovent à des prix pas possibles. Donc ces logements vacants, ils sont pas disponibles pour les jeunes. Et puis avec le zéro artificialisation nette, ils ne peuvent plus construire, ils ont du mal à se loger. Donc moi, cette notion de logement vacant, la prendre dans son ensemble, je crois que c'est pas très bon non plus comme analyse. Je crois qu'il faut vraiment mieux différencier un petit peu les choses en fonction des... Et vraiment, moi, je vous le dis, dans mon département où on a réussi à avoir quelques communes quand même de montagne dans les zones tendues, dans le décret zone tendue, mais pas autant qu'il aurait fallu. Et surtout, je redis, y compris dans les zones dites détendues, il y a d'énormes problèmes pour loger les jeunes qui travaillent beaucoup. On a de l'emploi et du coup, ils sont obligés de se loger très loin de l'endroit où ils travaillent. Merci. Peut-être alors j'ai essayé de répondre à l'ensemble de vos questions. Sur l'origine de la crise, oui, il y a toujours eu du mal logement. Maintenant, on voit que l'aggravation de la crise est très nette avec le resserrement monétaire, et qu'auparavant, dans la période pré-2019, on avait à la fois une production de logements qui était assez dynamique, un nombre de transactions qui était en hausse croissante. Comme je le disais, on a moins de données sur la rotation du parc locatif, donc c'est plus difficile à apprécier. Mais en tout cas, on voit clairement une aggravation. Dans les questions plus structurelles des freins à la construction, on identifie plutôt des questions de foncier, de disponibilité du foncier, des questions qui peuvent être liées aussi sur les transactions, au fait que la fiscalité sur les transactions est assez importante, au fait que les frais sont assez importants, y compris par exemple les frais d'entremise immobilière. Il y a eu une enquête par exemple de l'autorité de la concurrence sur l'intermédiation immobilière qui montre que les frais sont plutôt plus importants. Donc il y a des freins qui sont préexistants. Qui ne sont pas forcément liés, selon les études et les évaluations dont on dispose, à la question du rendement de l'investissement locatif. Effectivement, sur le
prêt à taux zéro, le recentrage a été aussi appuyé sur vraiment ces évaluations d'efficacité pour le recentrer notamment autour du neuf collectif, qui est là où les besoins sont les plus importants. Mais en même temps, les plafonds de revenus des ménages éligibles ont aussi été rehaussés pour permettre à davantage de ménages d'y avoir accès. Donc on n'est pas dans une suppression complète, loin de là. Sur le Pinel, il y a eu aussi un certain nombre d'évaluations qui montraient que l'effet s'est d'abord retrouvé dans les prix, plus que dans des constructions additionnelles. C'est-à-dire que en fait, l'aide fiscale a été d'abord captée par les prix, ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché en termes d'accessibilité. En termes d'accessibilité. Donc c'est aussi ça qui a dicté le fait de recentrer ces dispositifs fiscaux. Et de manière générale, je dirais, dans la situation actuelle, en fait, remettre des dispositifs fiscaux soit de solvabilisation, enfin d'aide à l'investissement locatif notamment, mais enfin du côté je dirais pour enrayer la baisse des prix ne semble pas être forcément souhaitable, puisque en fait ce dont on a vraiment besoin pour solvabiliser la demande, c'est que les prix s'ajustent aux nouvelles conditions, y compris aux nouvelles conditions de financement, qui, même si la baisse de l'inflation devrait permettre une certaine détente des taux de la BCE, ne reviendront pas au niveau très bas qu'on a connu auparavant. Donc on a besoin que cet ajustement se fasse et de ne pas mettre des politiques publiques en travers de cet ajustement. Sur le logement social, là aussi, il y a un problème structurel. Je pense que je voulais pas dire les promoteurs refusent de construire, les bailleurs refusent de construire, bien au contraire. Il y a une imbrication quand même, ils sont quand même dépendants aussi. Enfin, il y a des promoteurs immobiliers qui eux-mêmes sont en difficulté. Donc il y a aussi un effet de bord sans doute là-dessus. De manière plus structurelle sur le logement social, on a aussi un peu un défaut de rotation du parc. C'est-à-dire que les personnes qui notamment excèdent les plafonds pendant un certain nombre d'années, donc payent un supplément de loyer mais ne sortent pas forcément du parc social, ce qui ne libère pas des places. Et le demandeur moyen dans le parc social est bien plus modeste que l'occupant moyen du parc social. Donc on a aussi cette question de comment avoir plus de rotation du parc, qui peut passer par aussi donc des mesures sur le logement locatif intermédiaire qui permet des sorties justement plus en douceur, là aussi où des mesures ont été annoncées avec l'extension du nombre de communes qui sont éligibles au régime du logement locatif intermédiaire, avec un réengagement aussi de la Caisse des dépôts et de l'État pour développer ce segment, etc. Donc sur le logement social, je pense qu'on a à la fois des questions qui sont communes dans l'ensemble sur le foncier, sur où construire, etc. Et sur les incitations d'ensemble à octroyer des permis de construire pour davantage de logements en zone tendue. Et puis cette question de rotation qui mérite aussi d'être examinée. Sur les mesures fiscales, donc je vous ai un peu répondu sur la question un peu des incitations fiscales pour le locatif notamment. Et ensuite les mesures, les outils fiscaux dont on dispose pour revenir aussi sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires sont davantage la taxe sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, etc. C'est plus ces leviers-là qui existent. Ensuite, il faudrait examiner un peu l'opportunité de s'en servir pour décourager notamment la vacance. Vous voulez compléter ? Avec plaisir. Peut-être dire un mot, oui. Sur l'origine de la crise, vous l'avez bien dit et on le pense aussi. Effectivement, il y a des tensions structurelles sur le marché du logement. C'est un marché qui fonctionne mal du point de vue économique parce que vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande qui date. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de résorber ce déséquilibre et donc de faire qu'il y ait plus d'offres de logement ?
On a évoqué la mobilisation du parc existant et notamment des logements vacants avec toutes les précautions qui s'imposent. On partage tout à fait les points que vous avez cités. Il y a aussi le rééquilibrage de la fiscalité locative avec notamment la proposition de loi Le Meur sur le sujet et les débats qui ont eu lieu lors du projet de loi de finances sur la niche fiscale Airbnb. Et puis, vous avez, on en a parlé un petit peu sur les passoires thermiques, un outil qui est le DPE, qui a certains biais méthodologiques, notamment un biais vis-à-vis des petites surfaces et un biais vis-à-vis du chauffage électrique, qui pourrait être opportunément corrigé. Et dans cet esprit toujours de mobiliser au mieux le parc existant et l'offre de logements, aussi bien sur le marché de la location que sur le marché de l'achat, favoriser les rénovations, c'est ce que le gouvernement fait, et bien sûr former les artisans compétents sur ces rénovations. Donc ça, c'est le premier déséquilibre entre offre et demande, et comment on peut essayer de le résorber au mieux. Et effectivement, il est structurel, mais il est encore plus amplifié par cette hausse des taux. Ensuite, on a un marché qui est rigide. C'est-à-dire qu'il y a peu de transactions sur ce marché parce que les frais de notaire sont historiquement et en comparaison aux autres pays européens élevés en France. Et donc, en raison de on appelle ça donc les DMTO, vous avez moins de transactions potentiellement. D'ailleurs, l'OCDE nous recommande régulièrement de les baisser. En plus, c'est un outil qui est assez volatile, donc ça vient financer derrière les finances locales, mais c'est très volatile et on va avoir des soucis dans les années à venir sur ce sujet. Et puis, vous avez un moins bon appariement sur le marché de l'emploi. Parce que quand quelqu'un a un appartement et qu'il a besoin de le vendre, il va y réfléchir à deux fois parce que ça lui coûte beaucoup. Et donc ça fait aussi, il y a des impacts importants sur le marché de l'emploi. Alors maintenant, vous dire aussi que sur le logement, il y a des enjeux un peu contradictoires. On a des enjeux de décarbonation qui a été évoqué par Madame Rouzet. Et puis, on a des enjeux aussi de pouvoir d'achat et de volonté d'accession à la propriété. Et donc, ce n'est pas facile d'avoir les bons outils qui vont venir soutenir ces objectifs qui sont parfois contradictoires. Peut-être dire un mot de l'investissement locatif que vous évoquiez. Je pense que le rapport du CPO a bien documenté ces questions. Sur le Pinel, il y est écrit que 80% des ménages qui en bénéficient font partie du dernier décile de revenus. Sur le PTZ, et en cela, il est venu confirmer le rapport IGF-CGEDD de 2019, l'effet déclencheur est moindre et il y a un effet inflationniste. Cela ne nous a pas empêché de conserver ce dispositif et de le prolonger jusqu'en 2027, tout en le recentrant et aussi en l'ouvrant un peu plus, justement pour viser au mieux les ménages modestes. Amel. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais revenir sur certainement pas, en tout cas merci beaucoup pour tous ces éléments, sur les points communs. Vous avez évoqué de nombreux points communs entre la crise de 2008-2009 et la crise que nous sommes en train de traverser. J'ai entendu finalement peu de points de divergence entre ces deux crises dans votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous distinguez ces deux crises qui n'ont quand même pas tout à fait ni la même origine, ni complètement les mêmes conséquences. Je reviens évidemment parce que c'est quelque chose, je pense, qui nous a interpellés sur la vacance des logements, puisque vous dites clairement que vous avez donné des exemples très concrets de communes dans lesquelles, puisque vous avez une approche quand même territoriale, de ce que j'ai compris, dans lesquelles, lorsqu'on regarde l'état de construction de nouveaux logements et de vacances, on peut se poser la question de savoir s'il y avait vraiment intérêt, puisque c'est ça, de façon assez simpliste, à construire. Moi, en fait, ma question, plutôt ma remarque, c'est de savoir quelle approche vous avez eue. Vous avez une approche, bien sûr, quantitative. Bien sûr, quantitative. Est-ce qu'il y a eu une approche qualitative ? Et c'est extrêmement important pour nous, pour vous, pour nous qui vivons dans les territoires. Cette importance, c'est ce qui fait que parfois on peut avoir le sentiment d'avoir des points de divergence dans nos analyses. C'est qu'en fonction des territoires, je le redis, ce que nous vivons est très différent et c'est un point essentiel dans ce que nous vivons, nous subissons dans cette crise du logement que nous traversons.
Je vais revenir parce que c'est vraiment des discussions aussi que nous avons beaucoup sur cette fin du Pinel, le recentrage du PTZ. J'ai entendu vos arguments très clairs, Madame Trigano, sur les éléments qui confortent finalement les choix qui ont été faits de mettre un terme ou en tout cas de recentrer ces politiques. Ma question est très simple. Au regard de la crise que nous vivons, à l'écoute de tous les acteurs du logement aujourd'hui, n'aurait-il pas été intéressant ou est-ce que nous n'aurions pas pu différer en tout cas ces annonces dans le temps pour peut-être amortir cette crise, les effets de ces décisions, excusez-moi. Pourquoi ? Parce que, vous savez, l'impact économique de la crise que nous vivons aujourd'hui est terrible pour nos acteurs. Et lorsque nous aurons besoin de reprise, on se posera la question de savoir où sont nos entreprises, quelles compétences aurons-nous encore aujourd'hui, des compétences disponibles pour pouvoir en tout cas accompagner la reprise. Je reviens aussi sur la réglementation qui vise à lutter contre les passoires énergétiques. Vous avez été très transparent en expliquant, en évoquant le manque de précédent, en fait, sur l'impact de cette réglementation. Vous avez évoqué également 2 exemples, l'Angleterre, les Pays de Galles, et puis un chiffre qui est quand même marquant, c'est les 42% aujourd'hui de logements qui correspondent à ces passoires énergétiques qui vont être, encore une fois, problématiques. Ma question est simple, alors vous avez répondu en partie, est-ce que les solutions, les réponses aujourd'hui du gouvernement sont suffisantes ? Vous l'avez dit, ça répond aujourd'hui, mais je lis un des éléments de votre conclusion générale, vous dites clairement que les difficultés risquent de s'aggraver si les rénovations et réhabilitations ne sont pas massifiées. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, la massification, en tout cas la volonté de massification est au rendez-vous ? Et puis, je vais terminer par une question, ou plutôt, sur votre point de vue, sur l'impact en fait de la stabilité annoncée en fait des taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'aujourd'hui votre postulat est de dire, à partir du moment où les taux d'intérêt vont être stables, la demande sera à nouveau au rendez-vous une fois que les prix baisseront. Est-ce que ça, c'est le postulat que vous défendez ? Et si oui, à quelle échéance ? Voilà, à quelle échéance ? Je vous remercie. Juste si je peux me permettre par rapport à ce que vient de dire Amel sur effectivement les mesures qui ont été prises dans le cadre du dernier PLF, le recentrage du PTZ, ici au Sénat on avait dit ce qu'on en pensait, mais également la disparition fin 2025 du Pinel. Pas pour dire que ce type de dispositif, on sait bien aussi que il y avait un besoin de faire en sorte qu'on soit moins dans une certaine addict à ce type de dispositif, mais encore fallait-il proposer autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du statut du bailleur privé pour qu'on puisse enfin faire en sorte que nos concitoyens, les particuliers, continuent à investir dans l'immobilier, dans le logement, pour justement, mais à condition qu'ils aient un retour et un rendement qui soit bien plus important que ce qu'ils peuvent aujourd'hui avoir, que ce soit en termes d'investissement locatif propre, mais aussi on le voit par rapport à la location touristique, par exemple, et la différence qu'il y a entre la location touristique et la location de longue durée. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Sur la comparaison avec la crise de 2008-2009, parce que là, on essaie de comparer un peu les ordres de grandeur du moment où on a un retournement de marché, ne serait-ce que pour apprécier si, je dirais, dans un freinage qui peut se comparer à cette époque, on pense être plutôt au point bas ou avoir encore une dégradation à venir. Et on voit que pour l'instant, on est dans des ampleurs assez comparables à un stade où, je dirais, les indicateurs, notamment de crédit, nous montrent que la transmission des hausses de taux des hausses de taux qui ont déjà eu lieu est assez largement passée dans les indicateurs de crédit, pas encore dans les indicateurs sur l'économie réelle complètement.
Et donc ça nous donne un point de comparaison. La nature de la crise est un peu différente, puisque la crise de 2008-2009 trouvait quand même son origine, notamment dans le secteur immobilier, alors plutôt aux États-Unis, mais tout de même était précédée d'une période probablement insoutenable en termes de crédit, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on s'attend aussi je dirais, si on compare sous cet angle-là de l'origine de la crise de 2008-2009, qui était partiellement, pas intégralement, mais partiellement dans une dynamique de crédit qui était probablement pas soutenable à moyen terme, on s'attendrait plutôt à ce que la chute qui suit soit potentiellement plus importante à l'époque. Bon, sauf que cette fois-ci, on a aussi plus de hausse des taux. Donc voilà pourquoi, sans que ce soit d'une précision imparable, on essaie de comparer les deux comme étant les deux objets les plus comparables à date. Peut-être pour terminer par votre dernière question, du coup, pour poursuivre par votre dernière question sur qu'attend-on de la stabilité annoncée de taux d'intérêt. Bon, aujourd'hui, je dirais les anticipations, que ce soit les anticipations des analystes ou de marché, vont vers plutôt des baisses de taux de la BCE qui commenceraient sans doute à mi-année. Dans la mesure où on a globalement déjà eu la transmission des hausses de taux passées, ça devrait se retrouver à partir du premier semestre dans les taux au crédit immobilier qui se sont maintenant stabilisés autour de 4%, qui pourraient baisser. Donc, nous, notre scénario sur les taux longs côté gouvernement, c'est une baisse progressive à partir de ce début d'année 2024. Et ça devrait permettre un redémarrage de la demande dans la mesure où ça influe de manière assez mécanique sur la capacité d'achat des ménages. Puisque une hausse, une baisse de taux de 200 points de base sur le crédit à 20 ou 25 ans est des effets très importants sur la capacité d'achat. Donc, ça devrait permettre un redémarrage du marché qui, là aussi, se fait en décalé, donc qu'on attendrait plutôt, je dirais, au tournant 24-25 que dans l'immédiat, mais de manière assez progressive. Sur l'analyse qu'on a faite de la vacance des logements, oui, une approche qualitative serait souhaitable. En pratique, on n'a pas les données pour le faire, pour avoir les caractéristiques des logements. Donc ça reste, je dirais, une approche un peu de débroussaillage du sujet. Je ne prétends pas du tout qu'on a épuisé le sujet, au contraire. Mais ça nous semble intéressant. Et puis ensuite, peut-être au niveau local, on peut avoir cette approche plus qualitative. Nous, avec les données, je dirais, France entière, on a du mal à avoir le niveau de granularité qui nous permettrait de voir si, oui, les caractéristiques sont similaires en termes de taille, en termes de nombre de pièces, en termes, etc. Mais en tout cas, c'est clairement une approche à développer et qui, on espère, a vocation à se développer. Sur le Pinel et le PTZ, alors aurait-il fallu différer dans le temps ? Je pense que déjà des ajustements ont été pris. Donc, par exemple, le relèvement des plafonds de revenus pour le PTZ a été décidé justement pour atténuer les impacts et notamment pour élargir la frange de ménage. Donc, avec dans l'idée à la fois de ne pas resserrer trop vite et en même temps de resserrer sur à la fois les logements dont on a besoin et les ménages qui en ont le plus besoin. Donc, il y a déjà eu des ajustements en réponse à la crise que nous traversons, notamment pour en atténuer l'effet. Sur l'impact économique sur le secteur, en fait, c'est un petit peu difficile à appréhender et de façon générale, les perspectives du secteur du neuf sont difficiles à appréhender pour cette année. Où à la fois, évidemment, on a des signaux sur les mises en chantier, les permis de construire qui sont globalement mauvais. Et on a des perspectives, je dirais, de stabilisation au moins des taux qui pourraient permettre un peu plus un redémarrage des réservations. Et puis sur d'autres indicateurs, alors qui sont pas toujours désagrégés entre le neuf et les autres parties, mais sur le secteur du bâtiment en général, où en fait les indicateurs INSEE en termes d'enquête de conjoncture, de carnet de commandes, sont pas particulièrement mauvais par rapport à leur moyenne de long terme. Donc on a un peu de mal honnêtement à lire ces signaux et notamment à quel moment on attendrait un redémarrage. Sur l'emploi dans la construction en général, l'INSEE prévoit
des destructions d'emplois, mais je dirais relativement modérées au regard de la baisse de l'activité, de l'ordre de 15 000 emplois sur le premier semestre dans la construction en général. Donc, je vous coupe, vous ne partagez pas ce qui est dit, où il y aurait disparition de 150 000 emplois sous 2 ans et 300 000, et sans parler de tous les emplois qui ne sont pas directs. Aujourd'hui, on nous dit, bien évidemment, mais il va y avoir des pertes d'emplois chez les notaires, chez les agents immobiliers, des choses comme les déménageurs, les fournisseurs de meubles. Enfin, il y a tout ce panel d'emplois qui ne sont pas directement dans la construction et le bâtiment, mais qui déclinent de tout cela. Et donc, les chiffres qui sont annoncés sont quand même extrêmement importants au regard de ce que vous dites. Ces chiffres nous paraissent assez importants, effectivement, au regard de ce qu'on a vu sur les derniers trimestres. On a eu des destructions d'emplois, par exemple, en 2023, mais qui étaient aussi de l'ordre de 15 000 emplois dans la construction. C'est un secteur qui, en plus, est plutôt structurellement en difficulté de recrutement. Donc qui aussi ne licencie pas si facilement des gens qu'il aura du mal à retrouver dans un an si le secteur repart. Mais en tout cas, les chiffres nous paraissent, qui sont avancés, nous paraissent c'est important par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, par rapport au climat de l'emploi dans le secteur, où effectivement, il y a une partie d'emplois dans la construction neuve, mais il y a aussi tous les emplois, je dirais le gros des emplois dans le secteur de la construction, c'est des artisans qui peuvent être électriciens, plombiers, etc., qui interviennent sur du neuf, mais pas seulement, qui interviennent aussi sur des rénovations, et donc l'emploi dans la construction en général est plutôt plus résilient que ce qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, voilà, ces chiffres nous paraissent relativement importants. Peut-être juste un dernier point sur lequel je n'ai pas répondu, qui était sur la rénovation et les réglementations des passoires thermiques. Je dirais d'abord les réponses qui ont été faites d'abord, pas complètement sans lien d'ailleurs avec les questions sur le recentrage du Pinel et du PTZ, qui nous permettent aussi de dégager des ressources qui peuvent être affectées à davantage de soutien à la rénovation, c'est-à-dire du soutien peut-être plus efficace, puisque comme je le disais, il y a quand même 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour MaPrimeRénov' cette année, qui permet aussi de soutenir ça. Au-delà de ça, l'obstacle à la massification me semble être davantage du côté de l'offre. C'est-à-dire que la demande de rénovation est plutôt très forte aujourd'hui. Il y a un enjeu de structuration de l'offre, à la fois en termes de labellisation des artisans reconnus RGE, de structuration d'offres de rénovation globale qui permettent aussi de faciliter tout simplement la vie des particuliers qui veulent rénover leur logement. Aussi contrôle de qualité des rénovations qui sont effectuées, puisqu'il y a aussi une question d'asymétrie d'information entre le propriétaire et puis ensuite de savoir quel est effectivement le gain énergétique qui va être gagné de la rénovation. Donc il y a cet enjeu de fiabilisation du diagnostic. Madame Trigano parlait des questions des enjeux autour du DPE, de à la fois fiabilisation du diagnostic, de structuration d'une offre de rénovation globale qui permettent de répondre à la demande et de contrôle qualité des travaux en aval qui permettent aussi de simplement rassurer et du coup de déclencher les rénovations davantage en amont. Mais il nous semble qu'aujourd'hui les obstacles à la massification sont plutôt de ce côté offre. Le soutien public a été augmenter à la fois en termes de montant, en termes de davantage cibler les rénovations d'ampleur, d'assurer un reste à charge qui soit aussi faible que possible pour les ménages modestes notamment, et également d'une offre d'accompagnement pour justement favoriser ces rénovations globales quand parfois les obstacles sont aussi informationnels ou de coordonner un ensemble d'artisans qui interviennent sur des parties différentes pour avoir une rénovation efficace et qui crée aussi des obstacles très, très pratiques et très opérationnels. Voilà, sur le statut du bailleur privé, très honnêtement, c'est pas un sujet sur lequel on a encore vraiment une analyse très poussée, donc je ne suis pas forcément en mesure de me prononcer à ce stade. On vous remercie de ces échanges et puis voilà, on en tirera toute la substantifique moelle. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci.
disruptive et